Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. Bonjour mesdames et messieurs mes téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de Rencontres et Échanges. Nous allons décrypter l'actualité telle qu'elle se déroule chez nous au Togo, bien sûr. Il est question du regard sur l'actualité cette semaine, cette émission hebdomadaire qui se veut le décryptage de ces points d'actualité. Et pour en parler, je reçois pour vous Dr Francisco Kossi Napokura. Il est enseignant à ISICA, mais aussi journaliste de publication de Tampa Express avec une TV web qui sera effective très bientôt dans le paysage médiatique de notre pays. Bonjour docteur, merci d'accepter notre invitation. Bonjour cher doyen Gérard Husson. C'est un réel plaisir. Ça fait la deuxième fois que je suis dans vos studios. En un an, hein? En un an. Oui. Alors, également, bonjour à vos téléspectateurs. C'est cela. C'est avec vous qu'on va réfléchir sur cette question d'actualité. En commençant d'abord par m'intéresser à vous-même. Hein. Vous êtes Napokura, vous êtes journaliste, directeur de publication de Tampa Express. Vous avez un projet, sinon déjà en réalité, une télé web. Vous intervenez aussi à ISICA dans la formation de jeunes confrères, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous savez, je l'avais déjà dit ici, moi-même je suis d'une formation très polyvalente. Sinon, j'ai fait la faculté des sciences économiques et de gestion. C'est ça. Et jusqu'à un doctorat. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans les finances. Et donc, pour l'enseignement, donc on apporte notre connaissance en professionnalisme et j'interviens beaucoup sur les questions de la comptabilité à l'ISICA. Vous savez, à l'ISICA, ce n'est pas pour former des journalistes. Et ce n'est pas pour former des comptables. Des comptables, oui. Et voilà, mais c'est pour leur donner des notions, surtout la notion d'entrepreneuriat. Et jusqu'à l'éducation financière. Donc c'est très important parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, dès qu'ils ont la licence, ils courent au CFE, parce qu'aujourd'hui on peut créer son entreprise depuis sa maison, et ils créent une entreprise, la carte CFE dans la poche, mais ils ne savent pas quoi faire avec. C'est ça. Donc il y a beaucoup de ces notions qu'il faut leur apporter, surtout quand vous leur disiez, vous prenez un crédit. Ce crédit ne doit pas servir, par exemple, à acheter un véhicule, mais à financer l'activité. Mais les jeunes vous voient comme eux aussi, ils ont besoin de rouler. C'est ça. Alors que le projet qu'il a élaboré, le projet ne lui permet pas de s'acheter un véhicule. C'est ça. Si vous voyez, donc c'est le financement, parce que le crédit qu'il a pris, ça doit être... Oui, pour financer une activité, peut-être l'installation d'une usine ou bien l'exploitation d'une activité donnée. Mais d'autres, quand ils prennent l'argent, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Même ceux qui font le BTP, on lui donne une avance de démarrage. Au lieu d'aller voir le chantier, il s'en va d'abord s'acheter un véhicule. On a des gens qui sont en prison aujourd'hui. À Bassar, nous avons été approchés par des gens qui se sont retrouvés en prison parce qu'ils ont pris des crédits au niveau de la microfinance pour financer par exemple la campagne de soja ou bien une campagne agricole, mais dans cet argent, il veut se construire une maison. D'accord? Dans ce même crédit, il s'achète un véhicule. Peut-être il prend une seconde, une troisième femme. Donc, du coup, mais il ne peut pas rembourser le crédit et on vient le prendre, on le jette en prison. Bon, c'est des choses comme ça que nous devons inculquer à la jeunesse. Comment démarrer une entreprise, quand créer une entreprise, les crédits, comment gérer, séparer les biens de l'entreprise des biens privés. Vous dites aux étudiants, par exemple, que, écoutez, cela, par exemple, que la voiture du gouvernement, de l'État ou la voiture du service de fonctionnement, oui. Voilà, de fonctionnement, a déposé
ce matin, par exemple, à l'université, ou même si c'est la moto, ce n'est pas normal. On vous regarde comme vous tombez du ciel. Maintenant, quand vous leur apportez l'explication, ben, regardez, vous avez vous-même une entreprise. Voilà, l'entreprise et le véhicule doit servir à amener les reporters sur le terrain. Et voilà que quelqu'un prend, ou votre femme prend, pour partir ailleurs. Est-ce qu'ils iront sur le terrain? Non. Est-ce que c'est bon? Il dit c'est pas bon. Donc, pourquoi? Pour nous, notre propre bien, on pense qu'on doit les protéger et qu'on ne doit pas protéger les biens de l'État. Donc, voilà des choses que nous devons faire pour inculquer aux jeunes afin que lorsqu'ils décident de créer une entreprise, qu'ils créent l'entreprise et qu'ils sachent que ces biens personnels sont séparés des biens de l'entreprise. Et il en est de même quand ils rentrent dans l'administration publique ou dans une société privée, qu'ils sachent que les biens de l'entreprise sont des patrimoines propres à l'entreprise et que lui-même, il doit avoir, n'est-ce pas, ses propres biens. C'est ça. Voilà. Mais c'est un travail de fond à faire alors, parce que dans la réalité, ce n'est pas comme ça que les choses sont perçues. On pense que, bon, on peut confondre le bien de l'entreprise à ses biens personnels. Nous voyons des véhicules officiels appartenant au gouvernement, à l'État, qui circulent même les week-ends, les jours fériés. Oui, c'est ça. En fait, c'est que nous sommes rentrés disons, dans une période où tout est confondu. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus, on n'arrive plus à dissocier quoi que ce soit. Voler l'argent de l'État est devenu une chose normale au Togo. Voler l'entreprise est devenu une chose normale. Tout le monde veut devenir riche. Qui vit à l'hôtel, qui travaille à l'hôtel, vit de l'hôtel. Ce n'est pas normal parce que c'est tout ça qui nous recule, nous tous. Lorsque le bien n'est pas géré, que ce soit pour l'État, que ce soit pour l'entreprise, si c'est l'entreprise privée, il n'y aura pas de promotion, il n'y aura pas d'augmentation de salaire, l'entreprise ne va pas grandir. Au niveau de l'État, c'est l'enlisement dans les dettes, dans tout. Donc, on doit arriver, n'est-ce pas, à réinstaurer, n'est-ce pas, ces valeurs citoyennes, d'accord, qui vont faire que, dans un futur, que les générations aient une autre habitude que ce qu'on a copié pendant un certain moment. Voilà. Très bien. Alors, venons maintenant sur le terrain des médias. Nous allons parler de ces médias classiques, de ces organes de presse, de ces médias nouveaux, n'est-ce pas, les médias en ligne. Alors, que dire à propos de cette nouvelle forme de presse à laquelle on assiste aujourd'hui? Oui, mais la nouvelle forme de presse, qui sont les médias en ligne, que ce soit web radio, que ce soit les web TV, et aujourd'hui, on a aussi des chaînes qui ont commencé par émettre par WhatsApp et par TikTok et autres. Tout ça, c'est déjà arrivé chez nous. C'est ce que nous avons étudié, sinon abordé dans notre thèse, les innovations technologiques. Aujourd'hui, ça a rattrapé tous les médias. Donc, nous voyons, les médias s'installent de partout. Maintenant, ce n'est plus beaucoup de matériel. Avec un peu de moyens, on est diffuseur. Donc, c'est une bonne chose. C'est la démocratisation, n'est-ce pas, des médias. Et c'est une bonne chose. Vous imaginez, parce qu'il y a longtemps, il n'y avait que les médias d'État. Mais il n'y avait que les médias d'État. Au Togo, il y avait TVT, Radio Lomé, Radio Kara, et puis Togo Presse. Puis bon, si on peut parler de Atop aussi, ça se limitait là. Mais à partir du vent de l'Est, c'était en 1990, mais le citoyen s'est imposé par la création des médias, des organes de presse privés. Vous avez connu les presses dans le temps. Il y avait les presses écrites des Papa Désenchantés, La Parole, le Forum, même tout. Beaucoup qui ont d'ailleurs disparu. Mais à côté également, de nouveaux acteurs qui sont les radios se sont implantés. Les premières radios, vous savez, c'était des radios. Moi, je dis souvent que la presse togolaise, surtout la presse privée, c'est une presse de combat. De combat, oui.
sauf que le combat n'est pas encore terminé. Je pense que c'est pourquoi on pense que, ou bien les gens pensent que la presse n'est pas professionnelle. Sinon, notre presse fait ce qu'elle peut. Donc, de nouveaux acteurs ont apparu. Donc, avec les premières radios qui étaient des radios clandestines, ça commençait dans les voitures où les gens circulaient. Après, c'était la frontière. Et finalement, les radios se sont installées de partout. L'OIF même s'était emballé. Donc, a créé des radios qu'on appelle les radios rurales. Donc, une typologie. Et maintenant, beaucoup d'acteurs et des hommes influents de chaque milieu. Des promoteurs de radio de ces organes, n'est-ce pas? Oui, qui sont des gens... voilà, au fait, c'est des mécènes. Oui. En fait, quelqu'un, il a vu un de ses amis, j'ai l'habitude de raconter cette histoire. Vous voyez, quand vous prenez la radio La Voix de Vaud, la radio de La Voix de Vaud, c'est le général Tidjani, paix à son nom, qui était le promoteur. Qui est le promoteur de cette radio. D'accord? Mais installé dans la maison de Amignan. À Amignan. Tiens. Le jour de l'inauguration de cette radio, il était venu avec un de ses confrères, frère d'armes, qui est aujourd'hui général. Ils sont venus ensemble en hélico pour l'inauguration de cette radio. Quand ils ont inauguré, lui aussi il a vu, il dit, mais si c'est ça, mais ça t'a coûté combien? Il dit, ben alors là, moi aussi, je peux avoir une radio. Donc il quitte, il arrive quelque part au centre du pays, il installe une radio. Donc c'est comme ça. Les gens ont copié et jusqu'à aujourd'hui, on a dans chaque préfecture, dans chaque ville du Togo, maintenant, il y a une radio, des stations. Si, il y a même une saturation des fréquences. Oui. Il y a une saturation des fréquences, donc c'est la TNT. Comme on le dit, les radios numériques, c'est la TNT normalement, dont les installations avaient été faites. Ici, c'est ça qui n'est pas encore mis en œuvre, sinon on va avoir plus de chaînes, que ce soit radio ou télé ou Togo. Maintenant, le web permet de les développer, et c'est ce que tout le monde développe. Maintenant, il se pose un problème, et sinon deux problèmes. Il y a l'éducation. Le web pour le profane, n'est-ce pas? Quand on parle de radio ou télé-web. Oui, la radio ou la télé web, c'est des transmissions qui passent par... Ce ne sont pas les chaînes classiques, où on va avoir une antenne, on va avoir un émetteur, on va avoir voilà, tout ce que ça comporte comme matériel. Ici, c'est que ils ont quelque chose en commun, c'est le studio. Où nous sommes présentement, ça peut être même dans un conteneur, dans une voiture. C'est un studio. Maintenant, le signal est envoyé comment? Le signal est envoyé par connexion Internet. C'est la différence entre les radios et les télévisions classiques, sinon ordinaires, et sinon FM, radio FM. Radio FM, il faut forcément un émetteur avec une haute fréquence où il faut envoyer des signaux dans les dipôles, tout ça. Donc, la différence ici, c'est que votre télé ou votre radio sera désormais transportée ou est désormais transportée par connexion Internet. Donc, une des difficultés, c'est la disponibilité de la connexion Internet et également la qualité de cette connexion. Je vous donne le cas. Par exemple, à Bassar, nous avons, je crois qu'on fait partie des rares web TV au nord du pays, en dehors des universités. L'université de Kara a une web TV. Donc, bref, pour avoir une connexion Internet à Bassar, c'est de Kara qu'on vient nous l'installer. Quand bien même Togocom ou Yas et Bassar est là. Mais c'est de Kara qu'on vient nous l'installer. On a fait une installation, quand nous avons tenté les premiers jets d'envoi, de faire les émissions en ligne, les tests n'ont pas été fiables. Ça veut dire que nous ne pouvons pas actuellement dire que nous allons faire le direct de Bassar. Donc, nous allons, disons, faire les enregistrements et puis en streaming, diffuser après. Voilà.
Lié au faible débit de la connexion. Oui, lié au faible débit de la connexion, oui. Et puis, bon, peut-être la qualité aussi de nos installations, parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens. Est-ce que notre ordinateur peut transporter autant, transmettre, bon, voilà, aussi d'autres soucis. Donc, maintenant... cela, ça veut la coupure de courant, hein? Ok, coupure de courant. On n'aura pas d'onduleurs, on n'a pas les moyens pour avoir les onduleurs, pour avoir un groupe électrogène. Même à Lomé, il n'y a pas, les radios, les télés n'en ont pas. Donc, et l'autre problème qui se pose, c'est l'éducation aux médias. C'est très important parce que tout le monde émet, reçoit, mais il faut travailler sur cette éducation des médias. Et ça, c'est là où nous saluons aussi la réforme qui va, au niveau de la HAC, qui va permettre d'introduire les réseaux sociaux dans, dans les médias au Togo. C'était exclu. Et ce n'était pas normal. Ce qui a fait que pendant longtemps, les gens ont pris les réseaux sociaux d'assaut. Donc, tout le monde fait ce qu'il veut. Voilà. Alors que si... La HAC va les contenir maintenant par un test organique ou bien quoi? Oui, il y aura les tests qui vont cadrer pour que les choses soient bien. Donc, nos écoles, nos universités doivent penser à cela. Parce qu'au-delà de ça, nous sommes en train d'être envahis par l'IA. L'IA en Europe, en Occident, il y a déjà eu un code d'éthique pour l'utilisation de l'IA. Chez nous, il n'y en a pas encore. Donc, on est déjà envahi. Vous allez, par exemple, même pour une présentation d'un étudiant, et les étudiants commençaient même simple PowerPoint, par l'IA. Donc, les mémoires vont être écrites désormais par l'IA, ce qui n'est pas normal. Donc, il faut aller vite au code d'éthique. Et l'autre qui se pose et qui est très fondamental, c'est l'économie des médias. Pas de médias viables, pas de liberté de presse, liberté d'expression. C'est très important. Quand le média n'est pas viable, quand le média n'est pas en possibilité de payer le salaire, et puis tout ce qui a trait, d'investir dans l'humain, payer les charges, et autres, dès lors que le média n'est pas financièrement indépendant, c'est qu'il n'y a pas liberté de presse. C'est ça qui va aller dans les ménages, dans les transports, dans de la corruption, tout, et qui enfreint aux règles du code de la presse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de médias ont été créés sur le coup de tête. Parce que mon frère l'a fait, tel l'a fait, moi aussi je suis parti le faire, sans calcul économique. Je me rappelle que quand la radio Amenira avait eu des problèmes il y a quelques années, c'était du vivant du général Tidjani, le promoteur. Donc, j'ai été sollicité pour venir parler du général où la radio, son émetteur était en part, mais le directeur ne pouvait pas lui dire. C'est ça. Puisque sa fille et le mari de sa fille ont été faits président du conseil d'administration et directeur technique. Vous voyez déjà, les gens qui ne connaissent pas la radio, qui ne vivent pas à Amenira, sont présidents du conseil d'administration et directeur technique. Donc, je suis allé voir le général, gentiment, pour lui dire que sa radio, son émetteur, ne savait pas. Ah, mais c'est vous qui me dites, mais regardez, cette radio, je l'ai installée depuis, ça ne m'a rien apporté comme argent. Il n'a pas fait un calcul économique. Il a créé ce que forcément les médias doivent rapporter. Ce n'est pas beaucoup plus pour le public que pour l'éducation, la formation, l'information. Oui. Il y a le rôle d'utilité publique du média. D'accord. Mais, comme on le dit, puisque même avant de prendre une fréquence ou même de créer une presse, la présentation de dossiers qu'on fait à la HAC, on demande un plan d'affaires. Quand bien nous, on conteste souvent les plans d'affaires parce que on a toujours fait les plans d'affaires. Les plans d'affaires, c'est quoi? Oui, les plans d'affaires, c'est que vous déclinez comment la radio va fonctionner, le média va fonctionner,
et les moyens à mettre en œuvre, les sources de financement et tout. Donc, c'est tout ça qui va faire. Et ça doit être sur une certaine période pour voir si les comptes d'exploitation prévisionnelle sont tenables. C'est ça. Normalement, la HAC, avant d'autoriser, devait regarder tout ça. Donc, on accorde et aussitôt le lendemain, on tient la tête parce qu'on ne sait pas où trouver de l'argent. Donc, soit on court derrière déjà des mécènes, et là, ça veut dire que notre liberté d'expression, la liberté du média est limitée. Donc, maintenant, et après, comme vous l'avez dit, médias d'utilité publique, en réalité, l'État devait soutenir ces presses. C'est ça. Mais je donne un cas. L'aide de l'État à la presse, c'est ça? Oui, l'aide de l'État à la presse, mais ça ne doit pas s'arrêter là, ni à cette portion d'aide. Ça doit être un truc plus important. Par exemple, quand les états généraux de la presse qui ont eu lieu à Kpalimé, au moment de Madame Anaté, mais l'enveloppe était proche de 1 milliard. Ça faisait 800 quelque chose millions. Voilà, millions. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à ce jour, nous sommes, je crois, toujours à 250 millions pour combien de presse? Du coup, quand le dispatching arrive, on a à peine, il y a une année, nous avons reçu, je crois, 300 000. L'année dernière, je crois qu'on a fait un peu fort, on a reçu, je crois, 500 poussières. Mais écoutez, nous venons d'avoir une sanction de 3 mois entre novembre et février. Donc il va nous amputer encore. Donc on va se retrouver peut-être autour de 400 000 francs CFA. 400 000 francs CFA, ça ne nous fait pas une parution de Tampa Express. Vous voyez? Qui est bi-hebdo, hein? Oui, qui est voilà, et bimensuel. Bimensuel. Donc ça ne nous fait pas l'affaire. Donc il faut de l'argent. Donc l'argent qui devait profiter à la presse togolaise, c'est l'argent venant des publicités. Quand nous étions chez la ministre le PPT, le patronat de la presse togolaise, je vous rappelle que je suis le vice-président du patronat de la presse togolaise, PPT, quand nous étions chez la ministre de Mme Kouigan pour lui présenter nos voeux pour sa nomination, et le directeur de cabinet, je crois, Franck Bicité, on disait chez la ministre que voilà, qu'il y a plus de 10 milliards qui sont injectés dans la publicité au Togo tous les ans. Qu'ils traitent comme des paresseux que les médias togolais ne vont pas chercher. Il a eu la chance que j'étais là. Il a dit, mais comment on va aller chercher quand cette publicité est orientée vers certaines personnes? Et il faut aller voir comment ça sort, l'argent. C'est des loges, c'est des camps et autres. Donc, l'argent n'est pas destiné à tout le monde. Et nous avons donné l'exemple du Bénin, où au Bénin, il y a une cagnotte, où tout ce qui est publicité institutionnelle est versé là-dedans. Tout ce qui est publicité institutionnelle est versé dans la cagnotte. Et cette cagnotte est gérée de sorte que toutes les presses, tous les médias ont accès, bénéficient de ça. Par exemple, aujourd'hui, la CENI veut communiquer pour les élections. On appelle les amis. Il y a certains, on les exclut. Quand bien même la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, fournit la liste intégrale de tous les médias qui sont en règle. Ah oui. Ah oui, de tous les médias il y a une condition, oui, qui sont en règle avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. La HAC communique cette liste, mais quand ça arrive à OTR choisit ses amis. Quand ça arrive à la CENI choisit ses amis. Ainsi de suite. Alors que c'est un bien à nous tous qui doit être versé dans une seule cagnotte. Et si cela se faisait au Togo, que cette caisse existe pour les publicités, surtout publicités institutionnelles, tout ce que l'État fait comme communication doit être là-dedans. Les entreprises aussi peuvent
aller vers là. OK? Et maintenant, avec l'aide de l'État à la presse, ça fait une cagnotte qui peut faire vivre la presse et que la presse peut jouer son rôle dans la cité. Donc, n'excluons pas que quand on veut créer une entreprise, puisque aujourd'hui nous sommes dans l'entreprise de presse, il faut avoir les moyens de sa politique. Oui. Mais au Togo, ce qui se passe, on voit, on nous a forcé à créer l'entreprise de presse, on l'a créée. Qui vous a forcé? Oui, mais il y a des réformes qui ont abouti, qui ont exigé que tous les médias togolais se transforment en entreprise de presse, soit en société à responsabilité limitée, en société unipersonnelle, ou, bon, et si vous voulez, si c'est en société de capitaux, si vous avez les moyens. C'est ça. Bien. Ils veulent qu'on soit comme les Blancs, qu'on soit comme Figaro, qu'on soit comme, voilà, des chaînes, disons, Canal Plus par exemple. Mais Canal Plus, bien sûr, son modèle économique, c'est payant, abonnement. Donc, si tu ne paies pas, tu n'as pas. Donc, fais le travail de sorte à ce que les gens s'abonnent. Mais ils ne sont pas arrivés comme ça là-bas. Ils ont passé le désert et ils étaient financés. Je prends par exemple le groupe Bolloré. Le groupe Bolloré a derrière lui beaucoup de médias. Donc, c'est le groupe Lagardère. Donc, c'est le maritime, c'est notre argent. Ah oui, puisque c'est le maritime qui finançait les groupes médias de Bolloré. C'était gratuit. C'était du gratuit, carrément. C'est tout dernièrement, quand il a acheté Canal Plus, qu'on peut dire que le média a commencé par apporter de l'argent. Donc, vous avez des médias, c'est les films pharmaceutiques derrière. Vous avez des médias, c'est des lobbies, c'est des... Voilà, voilà qui financent ces médias. Voilà. Et ce qui compromet la liberté, justement, de ces médias. Oui, ça compromet, mais pour le développement des médias, il faut forcément que les médias soient portés par des entreprises, des activités rentables. Parce qu'on ne peut pas vendre un papier. Nous, Tampa Express, on va à 500. Combien achète? Mais tout le monde veut lire gratuitement. Donc, vous-même, vous payez jusqu'à la distribution de vos journaux et rien ne vous revient. Donc, il y a quelques personnes qui se sont abonnées et ça s'arrête là. Mais donc, nous avons dit que nous allons faire le média, nous sommes déjà dans le domaine public. Le jour que vous ne paraissez pas, les gens vous appellent pourquoi vous n'avez pas paru. Donc, on ne va pas dérober à la règle, c'est que le média doit être soutenu par des firmes, des entreprises. Bien, merci, Dr Francisco Napo, pour ces échanges que nous faisons ici en studio. Et c'est justement un nombre de médias que nous en venons au sujet d'actualité. Le premier, par exemple, justement avec cette conférence africaine sur la dette du continent. C'était dans le capital il y a quelques jours où les gens sont venus discuter de la dette africaine. Alors, comment vous jugez l'opportunité de cette conférence? Est-ce que elle s'inscrit dans cette logique, n'est-ce pas, de résolution du problème de la dette sur le continent africain? Bon, vous savez, les concertations entre pays et entre acteurs doivent se multiplier. Et c'est au cours de ces événements qu'il y a les brassages, il y a les partages des expériences, des connaissances qui doivent permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Maintenant, en ce qui concerne le dernier sommet qui a eu lieu à Lomé, pour penser ensemble comment se mobiliser contre ces dettes, nous disons que ce n'est pas la première initiative. Déjà en 1987, il y avait déjà eu une initiative qui a appelé pour l'annulation de la dette. Ce qui rejoint, je crois, Thomas Sankara, qui avait même dit officiellement qu'il ne faut pas payer cette dette. Il n'a pas été entendu, il a été assassiné. Mais je crois en 1996 déjà, il y avait l'initiative PPTE qui a été entreprise par la Banque mondiale, le FMI, et qui a bénéficié à des pays
Et tout dernièrement, en 2010, il y avait une reprise de l'initiative PPTE sous d'autres formes qui avait abouti à ce qu'on appelle le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Pour plusieurs pays d'Afrique, dont le Togo, il y avait la Côte d'Ivoire, le Bénin, pratiquement tous. Et on a eu, les pays ont reçu un allègement, sinon une annulation d'une partie de leur dette. D'accord? Donc, ce qui dit que ces initiatives, ce qui s'est passé la dernière fois n'est pas nouveau. Il y a déjà eu ça au Togo. Nous avons eu ça en 2010. La dette togolaise, selon les données disponibles, était descendue jusqu'autour de, je crois, 700 milliards de francs CFA. Mais en 2025, sinon 24, cette dette est remontée jusqu'à plus de 4 000 milliards. On parle de la dette croissante, n'est-ce pas? Croissante, de plus en plus croissante. De plus en plus croissante. Oui. Donc, voilà où nous en sommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et que, entre 2010, sinon 2011, que nous avons eu l'allègement, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette dette devienne ce qu'on appelle un surendettement? Nous ne sommes plus dans l'endettement, mais nous sommes dans le surendettement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que ce sommet devait essayer de nous expliquer. Donc, poser le diagnostic. Poser le diagnostic. Oui. Poser le diagnostic. Et quand le diagnostic est bien fait, on trouve des solutions. Mais lorsque nous avons suivi ce sommet, on a l'impression que c'est des gens du même plumage qui se sont réunis. Je dis, je pense bien même. Vous allez voir que dans tout ce sommet, avec toutes ces déclarations des experts, de grandes personnalités, personne pratiquement n'a parlé de la corruption. Personne n'a parlé de détournement. Mais alors que, M. Wilson, si je ne me trompe, en plus de l'appareil productif qui n'est pas suffisant, qui ne soutient pas l'économie, personne n'a parlé. Ils sont en train de dire qu'on va se mettre ensemble pour aller voir ce qui nous endette, les organisations de Bretton Woods, surtout le FMI et la Banque mondiale, pour leur demander encore de nous annuler la dette ou de nous aménager ça autrement pour qu'on puisse payer. Mais tant qu'on n'a pas touché du doigt les réels problèmes, tout ce que nous allons prendre comme argent à l'extérieur tombera dans l'eau. Donc vous pensez que ce soit là les origines, n'est-ce pas, de cet endettement croissant-là? Si. La corruption... Oui, mais écoutez, je vous donne des exemples. Je vais dans le factuel. Tampa Express, il y a quelques années, a publié un article où le taux de crédit qu'on nous accordait sur le marché était 6,5%. Déjà, c'est un taux d'usurie. Ah oui. Mais au Bénin, aujourd'hui, le Bénin, qui a travaillé, arrivé à un revenu intermédiaire, le Bénin a de l'argent à un taux plus bas que le Togo. Nous, on court derrière l'argent. Mais regardez, depuis la remise, sinon, de la dette 2010, tous les travaux que le Togo a entrepris, les travaux, les grands travaux du gouvernement, mais où en sont ces travaux? Le boulevard du Bono, qui a été reconstruite, aujourd'hui il y a les trous là-dessus. Ça ne fait pas 20 ans. Monsieur Gérard Husson, ça ne fait pas 20 ans. Le boulevard, il y a des trous là-dessus. Alors que derrière chaque projet de route, il y a des engagements décennaux qui devaient permettre de rappeler l'entreprise à revenir voir son travail. Prenez la nationale numéro 1, à partir de Adjeroué, je prends Adjeroué, ou bien à partir de Agné.
Quand vous prenez Anié jusqu'à Aouda, c'est une route qui a été refaite. Mais quand vous prenez cette route aujourd'hui, la route s'est froissée. On appelle ça les ornières. C'est-à-dire que la route a été mal faite. Cette route ne fait pas encore 15 ans. Et c'est de l'argent emprunté qui a servi. Hein. C'est de l'argent emprunté qui n'est pas encore réglé, on n'a pas encore fini le remboursement. Et c'est comme ça sur pratiquement toutes les routes. Vous prenez le contournement, il y a les trous là-dessus. Le grand contournement de la ville de Lomé qui quitte le port pour aller à Nuépé. Mais vous prenez la route passage à niveau, ou bien ce que le ministre Yak appelle échangeur. Quand vous prenez, vous arrivez à l'entrée de Thiévier, vous voyez la route est en trou d'âne. Et il y a les trous sur la route. Cette route ne fait pas encore 10 ans. Monsieur Wilson. Il y a un problème de qualité du travail qui a été fait. Il y a un problème de qualité. Qu'est-ce qui pose ce problème de qualité? On est dans ce pays, quand on a appris que les gens ont ramassé des milliards sur certaines routes. Et on est ici, on apprend, la presse est là, qui fait son travail, que telle route, l'argent a été détourné. Et autres, on ne dit rien. Mais écoutez, je vais vous donner encore un exemple, sinon encore des exemples. Vous voyez, le port autonome de Lomé. Quand on a concédé le port à Bolloré, Bolloré est venu rallonger un quai. Je crois que l'enveloppe, si je ne me trompe, devait être autour de 500 milliards de francs CFA. On a rallongé un ancien quai. On est venu déposer des portiques vétustes, sinon amortis depuis sous d'autres cieux. On est venu déposer, on se rappelle. Et le président de la République était avec son homologue béninois, nigérien, pour l'inauguration. Le portique qui a soulevé un conteneur 20 pieds n'a pas pu finir son mouvement. Deuxième ou troisième mai. Mais c'est 500 milliards payables et le monsieur doit exploiter ce port-là, ce quai, jusqu'à 25 ans minimum. Voilà qu'aujourd'hui, là où nous sommes, je prends de 2022 que ils ont construit le quai là, ça devait être autour de 2010. Aujourd'hui, il y a des travaux à refaire. Même tous les portiques sont à remplacer. Quand ils vont le remplacer, c'est un investissement qui va être amorti et qu'on doit, c'est-à-dire qu'il diminue le bénéfice à payer. Et même là où le port là est, il faut encore des travaux. Et quand ils vont faire les travaux, ils vont demander encore 25 ans de plus. Alors que le port là, après 25 ans, l'investissement initial qui a été réalisé, après 25 ans, le Togo devait récupérer son port. Il en est de même pour LCT. Nous sommes sur le dossier, LCT veut creuser, mais ce que LCT propose comme enveloppe pour recreuser, parce qu'ils veulent une certaine profondeur, ils doivent être à 16 mètres de choses, ils veulent aller à 20 mètres comme à Abidjan, vous voyez? Donc ils proposent une enveloppe qui est insoutenable. Donc le dossier est en attente, mais vous verrez, un jour, ils vont encore augmenter, on va leur donner, ils ont 25 ans, ils vont prendre 25 ans plus. C'est ça. Donc c'est tout cela qui fait augmenter la tête d'espoir. Le manque de sérieux dans l'exécution, vous l'avez dit en début d'émission, que les projets, lorsqu'ils sont financés, il faut justement que ce financement aille dans ce sens. Si, il faut que les financements aillent au projet. Nous parlons souvent d'efficience. Efficace, il y a efficacité et il y a l'efficience. Oui, ils ont pris 10 milliards pour faire la route, je ne sais pas, Lomé-Palimé. Ah ben ça, c'est pas 10 milliards. Hein. Lomé-Palimé. Mais ils ont fait la route. Aujourd'hui, la route est faite. Ça, on est dans l'efficacité. On roule sur la route. Mais quand on parle d'efficience, c'est que est-ce qu'on ne peut pas faire mieux avec cet argent?
est-ce qu'on ne peut pas faire mieux ou moins que cet argent? Et donc, si on fait mieux, on a économie, on a une durabilité de la route et on peut penser maintenant à aller ailleurs. Ok? Il y a ça. Quand on s'endette, ce n'est pas pour les dépenses courantes. Ce n'est pas pour payer les salaires des fonctionnaires. Quand on s'endette, ce n'est pas pour organiser les sommets. Quand on s'endette, ce n'est pas pour changer de constitution. Vous voyez? Donc c'est très profond. La dette doit être soutenue, sinon la dette doit soutenir l'économie. Et l'activité doit générer ce qu'on appelle un retour sur investissement. Je vous disais tout à l'heure que quand nous disons qu'on ne fait pas un crédit pour s'acheter une voiture personnelle, mais jusqu'à ce que vous finissiez de payer le crédit, si c'est 5 ans, c'est que votre voiture que vous avez payée au port est déjà usée. Il faut remplacer. Alors que pendant ce temps, vous devez construire votre maison. Vous devez financer l'étude de vos enfants. Ça va vous entraîner dans la corruption. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand on s'endette, on prend pour investir dans ce qui peut rapporter de l'argent, de la richesse. Et c'est à partir de cette richesse qu'on rembourse la dette. Maintenant, si vous allez faire des crédits, votre impôt, collecte d'impôts, bien sûr, on parle de 1200 milliards cette année. Si votre collecte d'impôts et ce que rapportent les sociétés d'État, on ne les voit même plus, si ça ne peut pas contribuer à payer la dette, d'accord, ça veut dire que je parle d'investissement. Si ça ne peut pas permettre de payer la dette, c'est qu'on sera dans un cycle infernal de dette où on prend un nouveau crédit pour payer les anciens crédits. Donc, c'est dans, oui, c'est dans ce cercle vicieux que tous nos pays sont. Donc, l'argent ne va pas à la bonne destination. L'argent, les objectifs du crédit sont détournés. Et on ne peut même pas dire que nous avons fait le crédit et que ça nous a permis de générer tel fonds pour permettre à ce que notre taux de croissance, parce que quand on parle de taux de croissance, mesuré par le PIB, quand on prend le taux de croissance, c'est qu'il faut que le taux de croissance dépasse le taux de l'endettement. C'est ça. Lorsque c'est en bas là, alors que encore nous, notre PIB en Afrique et au Togo, notre PIB n'est pas déterminé par rapport à la production. Chez les Blancs, les pays développés, ils déterminent le PIB, le produit intérieur brut, par la production. Qu'est-ce que nous avons produit? Ici, c'est ça. Ici, on détermine notre PIB par la consommation. Parce que nous sommes là pour consommer. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous voyez? Donc ça veut dire que nous n'avons pas d'appareil productif. Tant que nous n'avons pas d'appareil productif, même le peu d'appareils productifs que nous les avons liquidés. Et je prends le port, c'est les bijoux de famille, on a liquidé. Et même quand je prends Ségus, le guichet unique, c'est une liquidation. C'est un travail que la douane togolaise peut faire. C'est ça. Mais ainsi de suite, les phosphates, on ne sait pas où passe l'argent. Donc, ainsi de suite. Donc, cette croissance dont on parle au Togo, cette croissance est produite par des firmes étrangères qui rapatrient systématiquement de l'argent. Quand vous voyez d'abord les rémunérations de ces gens, les salaires de ces messieurs, des blancs, des expatriés, ils sont vachement payés. Certains ont les maisons et ont des locations à l'hôtel. C'est comme au temps au feu de Boigny où les ministres vivaient à l'hôtel. Donc, ils ont les hôtels, ils ont des maisons avec piscine, surtout dans la cité OUA, et d'autres même arrivent à investir au Togo dans l'immobilier. C'est le blanchiment d'argent. Donc, bref, une bonne partie de cet argent, je viens de vous parler par exemple des grues.
le matériel qu'on a. Vous vous rappelez, en quelle année il y a une presse, c'est le confrère Dao, il est maintenant à l'OTM, qui avait sorti un titre, hein, trop de bruit pour de vieilles grues. Et ça, c'est les bruits que Progosa et Togo Terminal avaient amené à l'époque. Mais quand ces grues sont arrivées, tout le monde a vu que c'est de n'importe quoi. Mais ça a coûté des milliards. C'est venu rester, ça n'a pas fait le travail qu'il faut. Mais ils ont pris des grues ailleurs, occasion peinturée, ils ont mis la peinture, ils sont venus déposer ici. Ils ont enregistré dans leur bilan que nous avons acheté telle grue à telle centaine de millions ou à tel milliard. Chaque exercice, ces grues sont, disons, d'abord achetées, ces grues sont amorties. L'amortissement, c'est une charge non décaissable qui permet à l'entreprise de renouveler la machine. Et après tout, les gens sortent avec des résultats négatifs. C'est ça. Ou ils payent le minimum forfaitaire d'impôt. C'est-à-dire qu'au lieu de déterminer l'impôt par l'impôt à payer, par le résultat net, on est obligé d'aller prendre le chiffre d'affaires ou de faire des réintégrations pour déterminer les choses. Et les recettes sont systématiquement rapatriées. Voilà. Donc nous ne maîtrisons pas notre... Et puis, la dernière chose, nous traitons avec des gens qui sont spécialistes dans le montage des dossiers. Vous prenez un parlementaire togolais pour aller, même un ministre, un officiel pour aller négocier un dossier à l'étranger, on lui donne le dossier, il prend, il met dans son sac. Même dans l'avion, il dort, il arrive. Pour arriver au lieu de travail, il arrive en retard. Les séminaires, il arrive en retard. Les Blancs ont pris tous les experts, les juristes, tout. Et parfois, c'est des gens qu'on sort de prison. Oui, lui peut jouer ce sale jeu quelque part. On va le sortir de prison, non-lieu. On l'envoie au Togo. Il y a eu des cas. Et donc, eux, ils sont déjà aguerris. Ils viennent chez vous, vous signez des choses, et en fait des comptes, vous sentez que tout ce que vous avez signé, c'est contre le pays. Les gens vont en mission, c'est pour aller faire les courses. Ils ne vont même pas, au lieu de la mission, ils courent après, ils viennent prendre un document. D'autres ne font même pas de rapport à leur retour. Est-ce que vous voyez? Donc quand on gère un pays comme ça, on ne peut que tomber dans le jeu. Donc nous avons formé aussi des gens qui doivent aller dans les négociations, pas seulement des magistrats ou des avocats qui gèrent seulement le foncier et qui gèrent mal d'ailleurs. Donc voilà nos problèmes. C'est ça. Mais ce qui est sûr, il n'y a pas de développement sans endettement. J'ai entendu dire ça, hein, que même les pays, les États-Unis, hein, les plus développés sont les plus endettés aussi. Les États-Unis sont endettés. On ne peut pas se développer sans endettement. Ou presque pas sans endettement. Mais je viens de le dire, la soutenabilité de la dette. La dette doit être soutenue. Quand c'est venu, la dette doit être soutenue par un investissement qui génère un retour sur investissement. On ne doit pas emprunter pour, pour les dépenses courantes. Donc, et tous ces pays l'ont. Ils ont ces garanties derrière que nous avons effectivement fait ces endettements. Et ces endettements ont permis d'investir dans ça. Mais les gens ont construit les péages dans les grands pays. Mais les péages, il y a des routes. Il y a la nationale, il y a l'autoroute. Si vous voulez prendre l'autoroute, vous voulez aller plus vite, vous payez son tarif. Vous passez par les routes à péage. Et les calculs sont faits de sorte que cette route-là rapporte pour payer l'investissement qui a été réalisé pour la construction de la route. Mais quand l'État, les États prennent l'argent, même quand les privés vont prendre l'argent, mais les privés sont obligés d'investir parce qu'ils sont contrôlés. Par exemple, quand nous prenons l'inspection générale d'État au Togo, nous prenons l'inspection des finances, tout, et l'OTR, tout, il y a le contrôle des entreprises. Quand vous allez contrôler une entreprise, vous voyez que l'entreprise a réalisé des investissements,
Il y a des mécanismes. Ailleurs, ça existe. Mais ici, quand les gens prennent le crédit, ben, on dirait que bon, ils se partagent avec voilà, les bailleurs. Oui. Alors, maintenant, le problème, c'est la solution. Comment s'en sortir? Évidemment, parce que nous avons des ressources. C'est pas ça qui manque pour pouvoir s'autosuffire et ne plus dépendre de cette dette extérieure. Oui, comment s'en sortir? Pour s'en sortir, je pense que je vais encore me répéter. Bon, présentement, nous sommes en surendettement. On nous a déjà fait un allègement, mais nous sommes encore tombés plus bas. Maintenant, nous voulons aller vers les bailleurs pour voir ce qu'ils peuvent faire encore. Nous, on était pays pauvre, très très endettés. La dernière fois, Tampa Express a sorti un article, Togo, pays pauvre, et pays PPTE, pays pauvre, très endetté, et nous avons ajouté hypothéqué. Pays pauvre, très endetté et hypothéqué. Parce que quand nous prenons le SCOUC, qui a été réalisé, je crois, en 2007, on n'a pas fini de payer. Et tous les biens contenus dans le SCOUC sont loués au Togo. N'appartiennent plus au Togo à l'heure actuelle. Bon, sauf que souvent on dit qu'on ne saisit pas les biens d'un État. Mais les biens là sont dans les mains, sont hypothéqués. Donc le Togo en général est hypothéqué. Donc il faut aller vers les bailleurs de fonds pour demander peut-être le rééchelonnement de la dette, pour demander une remise d'une partie. Mais sachez que nous sommes les gouverneurs, on est toujours au pouvoir. Alors que les gens avec qui on a partagé un peu les sous, ils ont déjà quitté. Oui, mais parce que chez eux, ils changent. Nous sommes là. Nous avons rencontré encore d'autres plus jeunes, plus petits. Alors que quand ils viennent chez nous, on les met dans des grosses voitures, on les amène dans nos champs au village où il y a les piscines, où tout est climatisé. Jusque dans la douche. Donc, il faut qu'on cesse ça. Donc, on peut retourner pour aller négocier la dette. Moi, je dis le FMI et la Banque mondiale sont des criminels vis-à-vis de nos pays. C'est eux qui fixent le prix de nos matières, c'est eux qui nous endettent et ils sont devant pour fixer même les prix des matières premières. Donc, il faut qu'on puisse avoir cette indépendance que nos industries. Moi, j'ai dit, comment on ne peut pas renationaliser le port autonome de Lomé? On doit renationaliser le port autonome de Lomé. On doit renationaliser l'OTP. Et tout. Pour que comment on appelle ça? Regardez, la Sotoko. Oui. Aussi, on va chercher un blanco, un négociateur d'intrants agricoles, d'engrais, pour venir remplacer un DG qui avait fait déjà jusqu'à 140 000 tonnes. On vient, on amène un blanc, un français, on est en train de descendre. C'est peut-être que cette année, la production du coton au Togo ira à 30 000 tonnes. Est-ce que vous voyez? Mais ça aussi, on ne peut pas gérer. Ah oui, voilà, c'est la réalité que vous êtes en train de décrire. On va changer de sujet très rapidement, le temps file trop vite. Et pour parler justement de la 5e République, qui finalement est là, avec l'installation des dernières institutions. On a vu la désignation du PCM. Les premières institutions. Les premières institutions. Il en reste encore, n'est-ce pas? Il en reste beaucoup. Il reste beaucoup d'institutions. Oui. La justice doit être réorganisée. Oui. Il y a la haute autorité doit être réorganisée. Oui, oui. Il y a beaucoup d'institutions qui seront touchées. Ce qui veut dire que nous sommes en 5e République et on compose avec des institutions de la 4e République. Justement, c'est ce que je dis. Même quand vous prenez la présidente et la première ministre, elle a démissionné, mais le président du Conseil des ministres lui a chargé de véhiculer les affaires courantes. Ça veut dire qu'elle est toujours première ministre. Donc, institution de la 4e République. Donc. Voilà, donc on est encore dans le métissage ou bien dans la mixture. Ouais, la transition n'est pas encore finie. Oui, totalement. Hein. Et voilà, peut-être qu'une partie de la transition finirait quand on aura nommé un nouveau gouvernement. Oh, ouais. Et pour quand vous en avez une idée? Pour quand seul le président Faure Gnassingbé
Le président du Conseil. Ouais, ça, en temps je disais chef de l'État, je crois que ça a changé un peu. Oui, puisque Alassane Ouattara même a dit aujourd'hui, hier, président du Conseil des ministres de la République togolaise. Je crois que c'est l'appellation qui va finalement rester. Bon, c'est lui seul qui sait ce qu'il est en train de faire. Mais ce que nous voyons derrière, c'est que on risque de faire comme ce qu'on avait fait à Dobouli et comment vous l'appelez, et Humbo. Bon, à aller chercher un peu des gens nouveaux, et ils vont chercher de piocher autour de l'opposition. Bon, les gens qui sont bon, pour un peu brûler les gens. Donc, c'est belle là. Et on a appris, il y a des consultations. Pardon? Est-ce que c'est mauvais? Mais s'ils vont arriver et bien travailler pour le pays, on va applaudir. C'est pour le bien des Togolais. Mais quand ils vont venir et faire pire que les gens qui étaient là, c'est ce que nous avons constaté depuis un certain nombre d'années, que ceux qui viennent sont pires. Des fois, des gens que vous voyez, qui n'ont personne derrière. C'est-à-dire que dans leur famille, ils n'ont même pas un ancien gouvernorat. Ils n'ont même pas un officier derrière. Mais ils sont devenus pires que voilà, ceux qui géraient avant. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas chose. Vous avez vu que pour les municipales, on a renvoyé les anciens ministres, les ministres sortants. À chose, aujourd'hui, nous avons eu la confidence que, par exemple, Bawara, et Bodjona, et Memounatou sont à la tête, sont en tête des listes de Agoué. Pour les élections municipales. Pour les élections municipales. Ça veut dire que peut-être qu'ils sont sur la porte de sortie. Ben voilà. Dans quoi là? Oui, dans Doufelgou, qui dit que quand il y a concours, ils font tout pour insérer les gens de Doufelgou. Ils n'insèrent pas les gens d'Agoué. Mais il viendra être maire ou je ne sais quoi de Agoué-Ivé. Bon, les gens d'Agoué-Ivé le voteront. On va voir. On n'est pas encore là, hein, puisque c'est des suppositions que vous faites. Non, mais c'est des listes. Vous savez, au Togo, oui. on est quand même un peu dans les coulisses. D'accord? On est dans les coulisses, on entend, on voit ce qui est en train de se passer parce qu'il y a un ressentiment. Il y a un ressentiment. J'ai toujours dit qu'au Togo, nous ne sommes plus à l'étape de l'opposition. Aujourd'hui, c'est le peuple. C'est ça. Avec ce qui s'est passé la dernière fois avec la désignation d'un président de la République et que les très proches même du chef de l'État, sinon, voilà, du chef de l'État d'alors, n'étaient pas au courant, mais ça a fait des frissons. C'est ça. Beaucoup de frissons. Et je vous dis, je l'ai déjà dit sur cette antenne, que si les élections au Togo étaient libres, les gens ne verraient rien. C'est aussi la vérité des urnes qui manque, qui fait qu'on croit que les gens sont majoritaires. Donc, nous pensons que ce serait après, peut-être avoir arrêté cette liste des municipales dans le compte de unir, oui. Voilà, ou pire, peut-être qu'après les élections municipales, donc qu'on aura un gouvernement. Ah bon, ça va être trop long parce que les affaires courantes, quand on gère les affaires courantes, ça ralentit au fait la marche. Quand on gère les affaires courantes, c'est le moment des détournements. C'est le moment où les gens prennent, disons, le plaisir de vider des dossiers. On se rappelle qu'il y avait cette mise en garde, hein, lorsqu'il était question de gérer les affaires courantes, c'est uniquement les affaires courantes. On ne prend aucune décision, aucun engagement au nom de l'État. Oui, mais attendez, les gens ont des caisses noires. Mais pour faire les achats, ils vont acheter des climatiseurs ici, ils vont faire des achats bidons pour justifier de l'argent. Les gens vont faire des missions, des déplacements. Même si ce n'est pas à l'extérieur, ils vont le faire à l'intérieur du pays. Ça aussi, c'est de l'argent. Les gens vont faire disparaître les dossiers. Aujourd'hui, chaque fonctionnaire dans son ministère a son dossier ici, ou là, à la maison. Effacer le disque dur. Peut-être c'est de la maison qu'il travaille. Parce qu'il ne sait pas qui on va nommer ministre. Donc, le ministre déjà fait disparaître pour lui. Ses collaborateurs également font disparaître. Jusqu'au moment où il y aura la nomination d'un prochain
milice. Quand lui il arrive, il faut que lui aussi recrée sa base, il faut qu'il se couvre pour qu'on ne parle pas de ces dossiers noirs. Donc, ça veut dire que les autres vont partir, sont au garage, ou des fonctionnaires qui sont au bureau, qui ne font rien. On en a beaucoup dans l'administration publique au Togo. À cause de ce fait qu'il n'y a pas de continuité du pouvoir. En réalité, aujourd'hui, c'est les secrétaires généraux des ministères qui sont les hommes forts des ministères. C'est ça. C'est les SG, secrétaires généraux des ministères, c'est eux. Mais, vous verrez, quand le ministre est là, il va nommer son secrétaire général bis, ou bien il nomme un agent. Mais il faut qu'on t'affecte le dossier. Si on ne t'affecte pas le dossier, tu n'auras rien à faire. Il va nommer son comptable, alors qu'il y a un comptable déjà qui existait, dans chose. Et le comptable a en même temps fait et passation personne ressources pour la passation des... C'est comme ça, on contourne. Donc aujourd'hui, nous sommes encore en train de régresser. De régresser parce que les gens ne jouent pas leur rôle, les gens ne jouent pas un franc jeu. Il n'y a pas de continuité de l'État. La seule chose qu'on sait transmettre, c'est les dettes. Si, c'est les dettes, sinon l'actif, on ne transmet pas. Les gens partent avec. Malheureusement. Bien, merci pour ces échanges en studio, Dr Francisco Napokura. Ce débat tire à sa fin, n'est-ce pas? Que dire, hein? Un mot d'espoir, plus de peur que d'espoir, plus de crainte. Alors, comment voyez-vous tout cela, l'avenir du Togo, dans les jours à venir, dans les mois à venir? Bon, nous, personnellement, Francisco Napokura, moi, je n'ai plus un espoir dans ce pays. C'est pas trop pessimiste, ça? Non, je ne dis pas que je ne suis pas du Togo. J'ai fait le deuil de beaucoup de choses dans le pays, de la gouvernance. Tout ce qui se passe, j'en parle, mais c'est ma contribution. Je ne vais pas faire une crise pour ça. Donc, heureusement, le gouvernement même a trouvé la formule. Au lieu de dire résignation, il a dit résilience. Donc nous sommes résiliés. On regarde faire. La preuve, quand vous voyez le nombre de personnes qui sortent de ce pays, que ce soit des étudiants, que ce soit des personnes qui arrivent à obtenir les visas normalement, c'est beaucoup. Beaucoup ne veulent plus vivre au Togo. Donc ce n'est pas moi qui vais dire que moi, je vais vivre. Tout ce que vous voulez entreprendre tombe dans l'eau. Il n'y a pas une institution financière, une banque qui peut vous faire un crédit. C'est aux microfinances c'est les microfinances qui nous sauvent. Et difficilement, on arrive à obtenir aussi. Maintenant, quand vous entreprenez, vous avez vu, la filière soja. C'est ça. La filière soja, bien sûr que c'est des biens produits pour l'extérieur, mais ça créait de la valeur. Ça permettait aux gens d'être indépendants. J'ai vu dans les villages, depuis la chute du café cacao, depuis 1982, que la chute du café cacao a été décidée, nous avons vu que c'est avec le soja, il y a quelques années, 5 ans, 6 ans, que les gens ont recommencé par changer leur toit, leur tôle. Dans la ville d'Anero, quand vous voyez les tôles sont café, vous allez à Kwalime c'est café, à Takwame c'est café, partout à Bassa, tout est couleur café. Il suffit que quelque chose tombe, un petit caillou tombe sur le toit, c'est fini, c'est la catastrophe. C'est ça. Donc, c'est la filière soja qui donnait espoir. Et les gens sont partis prendre les crédits en banque. Certains sont en prison aujourd'hui. Hier seulement, moi je causais avec des financiers. Je disais que les banques togolaises surtout, Aura Bank, les microfinances ont des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup d'impayés et beaucoup d'impayés de soja. Donc, vous ne pouvez plus aujourd'hui amener un dossier de financement de l'agriculture au niveau d'une banque ou bien au niveau d'une microfinance et qu'on vous finance. Si nous ne pouvons pas produire, tout développement a commencé par l'agriculture. L'État même dans ses apps, dans les agropoles, a échoué. Ford même l'a reconnu la dernière fois quand il était à Kara. Tu vois, il était furieux. Les apps qu'on a vu, on a mis des trucs que rien ne fonctionne. Je prends Agome-Grozou. On a fait l'irrigation, Badou BIDC, combien de milliards? On a réceptionné, on a applaudi. Ça ne fonctionne pas. Regardez la plaine de Djagblé, où on a réquisitionné les terres.
Aujourd'hui, les gens réclament leur terre parce qu'ils ne sont même pas indemnisés pour dire que ce qu'on veut faire de cette terre-là, ça réussit. C'est aussi la production du riz. Donc, vous allez à Mango partout, tout ce qui est fait est à l'eau. Or, c'est des milliards qui ont été engloutis. Tout ça fait partie du surendettement. Dont nous parlons. Voilà. Bien, merci pour ces échanges en studio. Merci à votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de Tampa Express, Dr Francisco Napokura. Amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de réflexion, d'échange en studio. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions. En souhaitant portez-vous bien et prenez soin de vous. À très vite. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.